Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan, défaite 3-2 du Milan hier soir face à l'Inter, défaite logique puisque cueilli à froid par Vecino dès la 3ème minute puis à la 51ème par De Vrij sur un centre de Politano. Les Milanais n'ont réagi que trop tardivement, d'une part par Bakayoko à la 57ème sur coup franc de Çalhanoğlu et d'autre part par Musacchio à la 71ème, 4 minutes après le 3ème but intériste de Martinez sur penalty. Nous en parlons aujourd'hui à 4 avec Nico, Aristipp et Tom, salut à vous. Salut. Bonsoir. Bonsoir. Alors Nico revient de Milan, donc on démarre par les habituelles questions sur l'ambiance à San Siro, et puis tes impressions générales bien sûr sur la rencontre. As-tu cru, Nico, à un moment que le Milan pouvait passer devant ? Pendant la rencontre, dès qu'on a pris le but à la 3ème minute, je me suis dit qu'on allait encore passer une sale soirée. Et pourtant, avant le début du match, je pensais que si l'Inter arrivait à prendre un point à ce Milan-là actuel et vu l'état de l'Inter, ça serait un bon point pour eux. Et au final, on a réussi à relancer la saison de l'Inter, à mon avis. On a perdu notre 3ème place, même si niveau comptable, rien n'est fait bien sûr pour cette 3ème place, mais je pense que là c'est une nouvelle série qui va pouvoir démarrer pour l'Inter. Quand tu gagnes un derby, très souvent l'équipe qui la gagne et l'équipe qui le perd, il y a un cycle qui démarre, et j'ai peur que pour nous ce soit négatif, et c'est quand même dingue sur ces dernières années, on se rend compte quand même que l'Inter, c'est notre bête noire, on gagne très rarement. Dans le meilleur des cas, on fait des matchs nuls, mais on perd assez souvent. Déjà cette année, ça fait 2 derbys de perdus. Après, moi, sur l'ensemble du match, je pense quand même que l'Inter mérite sa victoire, il y a rien à dire, quoi. On n'en a pas montré assez en première mi-temps, on s'est fait marcher dessus. L'Inter semblait mieux en place, même techniquement avait proposé quelque chose de meilleur de notre part. Après, voilà, je pense que Gattuso, il a foiré sa compo avec Bakayoko et Kessie. On peut pas mettre les deux joueurs en même temps sur la pelouse dans de tels matchs, surtout quand on se doit de faire le jeu quand on prend un but au bout de 3 minutes, et on l'a payé, et après Gattuso a fait ses changements en faisant pour moi un peu du n'importe quoi, en voulant sauver la rencontre avec la rentrée de Castillejo alors qu'il n'y avait que 1-0 à la mi-temps, où il a décidé d'enlever Paqueta. Après le 2e but, il fait rentrer Cutrone, puis après, c'était du grand n'importe quoi, ça a été du bricolage avec Kessie à droite, Calabria à gauche. On a que ce qu'on mérite. Après, grosse ambiance, ça faisait longtemps déjà qu'un derby n'était pas pour la 3ème place. Les deux équipes jouaient exactement la même chose. D'habitude, souvent, la dernière année, l'Inter jouait pour les places en Ligue des Champions, mais non jouait pour la 7ème place. Là, c'était vraiment un derby pour le haut du classement. C'était pas les 2 premières places, mais déjà la 3ème, c'est déjà pas mal. Et ça prouve aussi qu'on a vu quand même sur le terrain, en termes de suspense, et même il y avait une dramaturgie que ça fait un petit bout de temps qu'on n'avait plus dans les derbys. On se faisait des fois souvent chier quand même. Exact, alors Tom, il y a quand même 2 points à mon avis qui sautent aux yeux. Déjà c'est le manque de concentration au début de chaque mi-temps, ça c'est impardonnable. Et puis la bataille nettement perdue au milieu de terrain. J'ai beau adorer le jeu défensif, faut être capable de contrer de temps en temps, donc de récupérer le ballon déjà, puis de le transmettre aux ailiers. Et comme il y a un des 2 ailiers, enfin il y en a même un qui a été plutôt meilleur que d'habitude hier soir, mais il y en a un en tout cas qui est hors de forme depuis janvier, forcément c'est compliqué, on a encore un Piontek sevré de ballon. Après, MJ, ça fait depuis combien de semaines, voire de mois, qu'on dit que notre milieu est pas au niveau d'un club qui est censé viser la Ligue des Champions. Je pense que je l'ai dit, je pense que Nico l'a déjà dit, tu l'as dit, Roland l'a dit, Aristipp l'a dit, et au bout d'un moment, dans un match comme ça, face à cet adversaire-là, ça nous arrive d'être un peu en difficulté dans un secteur où on sait qu'on est moins bon que les autres. Voilà, donc associé effectivement à une méforme longue durée de certains joueurs, à des mauvaises prestations plus anormales pour certains, mais ça j'y reviendrai plus tard, ça fait une défaite logique. Et ce match est aussi le reflet du fait qu'un derby, le classement on s'en fout, la forme on s'en fout, parce qu'honnêtement il y avait avant le match, tu regardes objectivement quelqu'un qui supporte aucune des 2 équipes, il regarde les résultats des 2 équipes, la forme, ce qui se passe dans les 2 clubs, mais tout le monde mise sur Milan, mais tous les jours, parce qu'on avait plus de blessés, on sortait de 5 victoires d'affilée, que ça faisait ça faisait depuis Clarence Seedorf, quand on était coach, qu'on n'avait plus fait 5 victoires d'affilée, donc ça faisait quand même un petit moment. L'Inter, à côté de ça, il y a le cirque avec Icardi, venait de se faire éliminer par Francfort en Europa League. Et en plus de ça, il y avait la Roma qui avait perdu la veille. Donc il y avait absolument tout pour faire la superbe opération de la semaine, et voire même de la saison, parce que là vraiment on faisait un grand pas. Et là on tuait l'Inter. On tuait l'Inter, la Roma on leur mettait 7 points en sachant qu'on avait une double confrontation qui était favorable par rapport à eux. On avait tout pour gagner, c'était trop beau pour être vrai.
Et au final, la vérité d'un derby, elle n'est pas forcément en raccord avec la forme. Et là, c'est surtout aussi une question d'envie et de perdre de Coronès, parce que quand tu dis qu'on a mal à aborder le match et que c'est impardonnable de faire de telles erreurs en début de période, bah ouais, on n'a vraiment pas bien abordé le match, que ce soit Gattuso, que ce soit les joueurs, que ce soit n'importe qui, et l'Inter mérite clairement la victoire. Je pense que s'il n'y avait pas eu l'Europa League, justement, qui a fini par peser dans les jambes des Interistes en fin de seconde période, je pense même qu'on n'a aucune chance de revenir dans ce match-là. Ça aurait même été clairement. Alors, j'aurais pris avec plaisir hein, si le tir de Couturier n'avait pas été délié par D'Ambrosio en fin de rencontre. Mais je pense que ça aurait été un sacré hold-up, faut pas se mentir. Donc là, pour terminer, là, faut voir effectivement la dynamique que va avoir cette défaite-là. Et encore heureusement qu'il y a la trêve internationale qui arrive, parce que ça aurait été, je pense, difficile d'enchaîner derrière. Mais on a quand même un déplacement à la Samp lors de la prochaine journée, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Et il y a l'Inter qui reçoit la Lazio, et il y a je sais plus si la Roma se déplace au Napoli ou reçoit le Napoli. Bref, donc du coup, il y a un Roma-Naples. Donc on a encore une chance de d'effacer, entre guillemets, même si rien n'efface la défaite dans un derby, mais comptablement d'effacer cette défaite, parce que si la Lazio et la Roma perdent et qu'on arrive à gagner à Gênes face à la Samp, on sera encore très bien pour la 4e place. Mais attention, parce qu'il va falloir vraiment le gagner, ce match-là. Il va falloir vraiment se sortir les tripes et gagner vraiment ce match, parce que derrière, si je dis pas de conneries là encore, on m'arrête si j'en dis une. Après, c'est le déplacement à Turin face à la Juve, et après, on reçoit la Lazio. Après, par rapport à la Juve, tout intérêt à gagner à la Samp, vraiment. Et ça va être un gros enjeu. Donc, j'ose espérer que cette défaite-là sera bien analysée par Gattuso, parce qu'elle est méritée, et qu'on arrivera à surmonter tout ça pour avoir cette 4e place qui demeure essentielle pour notre projet. Nico ? Oui, le seul truc que je rajoutais par rapport à la Juve, la chance qu'on a, c'est qu'on affronte la Juve avant leur quart de finale à la Ligue des Champions. Donc, il y a de fortes chances que ça devrait énormément tourner, vu que la Juve a tué le championnat. Il faut faire comme le Genoa. Hein. À mon avis, il n'y aura pas Ronaldo, ce genre de choses, donc il faudra en profiter un maximum. Alors ce que vous dites, ça m'inspire plusieurs choses. Déjà, c'est arrivé plusieurs fois, souvent avant la trêve, les années précédentes, qu'on soit sur le point d'accéder à des places intéressantes au niveau du podium. Et à chaque fois, on se plantait et on décevait lors des matchs qui suivaient. Souvent d'ailleurs contre des petites équipes. Là, pour le coup, c'est face à un gros, enfin en tout cas face à un rival, parce que je sais pas si l'Inter est une grosse équipe, en tout cas les meilleurs que nous. Et c'est vrai qu'il y a un énorme problème au milieu de terrain, enfin on n'arrête pas de le dire. Je sais pas si Bilia avait 90 minutes de jeu dans les jambes, mais honnêtement, c'est flagrant. Alors Aristide va sûrement confirmer, mais justement Aristide, on fait qu'un seul tour de table hein, aujourd'hui, puisqu'on est assez pressés tous ce soir. Mais du coup, comment as-tu vécu ce match et partages-tu l'opinion de nos deux camarades ? Je vais reprendre aussi ce qu'a dit Tom. Hein. C'est dans ce genre de match qu'on se rappelle qu'en fait, il n'y a pas de favori lors des derbies. On peut prendre la forme du moment, la fraîcheur physique, le moral de l'équipe adverse. Par exemple, l'élimination de l'Inter, je veux dire, en Europa League. Ça donne pas une autre équipe pour autant favorite. Et c'est dans ce genre de match qu'on se rappelle de ça. Et effectivement, moi, j'ai l'impression, enfin après, Nico et Tom confirmeront peut-être, et surtout Nico qui était au stade, mais d'avoir vu 11 hommes sur le terrain contre 11 enfants, et on était vraiment les 11 enfants, on se faisait avoir sur tous les ballons. Je voyais des joueurs. Moi, je suis tous les matchs de l'Inter chaque semaine. En fait, chaque week-end, je regarde les matchs de l'Inter aussi. Et franchement, oui, parce que d'autant que comme on est en concurrence directe pour la 3e place, je suis d'autant plus content de regarder leur match quand il y a une défaite ou un match nul de l'Inter. Mais ce que je voulais dire, c'est que honnêtement, c'est l'un des meilleurs matchs de l'Inter, si ce n'est le meilleur match depuis le début de l'année. J'ai trouvé qu'ils ont fait vraiment un très bon match, et quand je vois qu'on arrive à 1-0 à la mi-temps, on peut s'estimer très heureux quand on se rappelle la tête de Skriniar, Vecino qui est tout seul au 6 mètres et qui se gêne avec Gagliardini, je crois. Donc voilà, ça fait aujourd'hui, je crois que ça fait 3 ans qu'on n'a pas gagné contre l'Inter. Alors, je me trompe peut-être, mais la dernière fois qu'on a gagné, je crois que c'était un 3-0 avec un doublé de Carlos Bacca et un but de Niang. Et AC Milan Zone était au stade. C'est pour ça en fait, c'est parce qu'il n'y a plus AC Milan Zone au stade. J'y étais aussi. Ah voilà. Ouais, j'y étais aussi, c'est pour ça, c'est la dernière fois. Mais non, c'est en coupe l'année dernière, le dernier. Oui, c'est vrai. Et du coup,
Je trouve en Serie A, ça fait quand même pas mal de temps et je trouve on s'est fait vraiment avoir hier et on a vraiment vu 11 enfants, j'ai trouvé, avec des joueurs de l'Inter qui arrivaient facilement à créer, à passer le ballon au milieu de terrain et à transpercer notre milieu avec une passe simple vers l'avant. C'est ça qui m'a le plus choqué. Et il y avait une stat intéressante qui disait qu'on était la meilleure défense d'Europe depuis le 1er décembre 2018 avec 5 buts encaissés devant le Barça et 6 buts, etc. Mais sur ce match-là, c'est là qu'on se rend compte en fait sur 90 minutes de tout ce qui nous reste à accomplir pour redevenir un grand d'Europe, et je trouve que tous nos défauts se sont révélés hier soir. Oui, et puis c'est vrai qu'on avait repéré déjà lors des matchs précédents que Piontek marquait sur une demi-occasion par match. C'est-à-dire qu'on avait énormément de mal C'est à ça. s'approcher du but adverse, il n'y avait toujours pas de fond de jeu et on gagnait. Je vais pas dire par chance, parce que j'appellerais pas ça de la chance, la défense fonctionnait bien et surtout, de toute façon, on avait un buteur efficace, tant mieux pour nous. Après tout, on l'a acheté, c'est pas pour rien, les 35 millions servent à quelque chose. Mais il faut reconnaître que on était au statut supérieur là, tout simplement. C'était l'Inter, donc on a atteint nos limites. Et c'est pareil, le fait de jouer qu'une mi-temps, à un moment donné, ça finit par se voir. Vous rappelez à juste titre que Skriniar, notamment en 42e, fait une tête à côté, mais il y a également Calabria qui sauve devant son but à la 17e. Et puis il y a la vendange de Vecino face au but vide, enfin quasi vide, puisque Donnarumma est là, mais enfin en gros si Vecino cadre, il y a but à la 31e. Donc on peut finir à 3-0 contre nous à la fin de la première mi-temps. Donc on s'en sort finalement pas si mal. Et en deuxième mi-temps, il y a eu assez peu d'occasions franches. Je dis vraiment franche sur le but d'Andanovic. Il y a eu notamment dans les arrêts de jeu la tête de Castillero et puis le sauvetage de D'Ambrosio sur frappe de Cutrone. D'ailleurs, j'ai pas l'impression qu'à la 96e Cutrone est vendant. Je trouve qu'il frappe fort, elle est cadrée. C'est surtout D'Ambrosio qui fait un super geste défensif et qui sauve les siens. Oui. Mais sinon, il n'y a pas eu énormément de choses, quoi. Si on regarde bien, il y a eu des belles interventions de Donnarumma également 64e. Et puis il y a eu une frappe de Gagliardini 48e repoussée par Donnarumma. Mais il y a eu beaucoup plus d'actions intéressantes, il n'y a pas photo. Donc à un moment donné, moi j'aime bien regarder ce qui se passe dans le jeu au milieu de terrain, mais surtout le nombre d'occasions, parce que le nombre d'occasions, je trouve, est souvent plus révélateur. On passe au top peut-être, et puis de toute façon on pourra compléter, bien évidemment. Vous pourrez vous étendre sur le sujet. À cette occasion, Nico, quel est ton top? Alors, petit top, petit top. En numéro 3, je vais mettre l'entrée de l'Espagnol Castillero, car il a vraiment apporté quelque chose offensivement. Bon, après, il faut dire au bout de la 50e, on perdait 2-0, donc on était obligé de mettre un petit peu de folie quand même dans ce match pour essayer de revenir. Mais en tout cas, il a fait énormément de mal sur son couloir. Il a mis quelques fois le pauvre Borja Valero quand il est rentré en cours de match sur le cul par terre. Bon, après, c'est lui qui provoque la faute, je crois. Quand même, penalty, je trouve assez généreux pour avoir revu le contact. Mais je trouve quand même que dans l'ensemble, il a fait une très bonne entrée. Et malgré tout ce qu'on peut dire, j'ai pu dire sur lui que je le trouve pas non plus incroyable quand tu vois les matchs de Suso. Actuellement, est-ce qu'un petit tour sur le banc et mettre l'autre espagnol serait peut-être pas mieux? On peut toujours pas recruter Politano, non? Parce que quand je vois le match de Politano en face, ça file des regrets. Ouais, c'est vrai qu'il a fait un très bon match, Politano, mais je trouve d'une manière générale, les interistes ont quand même plutôt bien joué. Et en numéro 2, je vais mettre Çalhanoğlu, car je sais pas vous ce que vous avez pu voir de la télévision, mais en tout cas du terrain, il s'est pas caché en fait. Ouais, c'était bien aujourd'hui. Et il est venu chercher les ballons, il a essayé. J'ai trouvé qu'au milieu de terrain, c'était le seul qui arrivait à le garder. Très vite, il a alterné avec Paqueta, parce que Paqueta est très vite monté en première mi-temps à sa place, et lui est redescendu. Même aussi, pareil, j'ai pas compris la sortie de Paqueta quand même à la mi-temps. C'était avec Çalhanoğlu, quand il arrivait à avoir le ballon, Paqueta, c'était l'un des seuls qui arrivait à le conserver et à passer le ballon aux attaquants. Donc ça, j'ai pas compris aussi ce coaching de Gattuso, mais en tout cas Çalhanoğlu a essayé pas mal. C'est lui qui donne le coup franc là sur le premier but pour Bakayoko. Bon, après c'est aussi lui qui fait ce fantastique corner à jouer au troisième poteau. Quelle honte de tirer un corner comme ça pour la dernière occasion. Mais voilà, je trouve que dans le néant il a été plutôt bon. En tout cas il s'est montré, il a pris des responsabilités, contrairement par exemple à Suso, quoi, qui est là depuis pas mal de temps. Et premier, Bakayoko, alors même si ça a été assez il y a des moments assez brouillons. Dans le combat, ça a été le seul qui était présent en fait, au milieu de terrain, alors que Kessié n'a pas du tout existé. Il a quand même essayé de récupérer pas mal de ballons. C'est lui qui nous met ce beau but de la tête quand même aussi, qui nous relance parce que si on marque pas tout de suite, j'ai peur que aussi on prenne un sacré coup sur la tronche. Mais voilà, il s'est battu du début jusqu'à la fin. Il a été partout sur le terrain. Et pareil, pour moi, coaching dès le début raté de Gattuso, d'avoir mis les deux, Kessié et Bakayoko. Je pense que voilà, c'était Kessié qui n'aurait jamais dû être sur le terrain dès le début. On aurait dû mettre Biglia.
et Bagayoko à la place de Kessié. En plus, en prenant un but à la 3e minute de jeu, on a été obligé de faire du jeu. Et là, jouer avec Kessié et Bagayoko pour faire le jeu, c'est trop compliqué au milieu de terrain. Surtout avec le niveau de l'équipe de l'Inter ce jour-là qui nous a vraiment asphyxiés. Totalement. Tom. Alors moi j'ai un seul top, mais on va dire que j'ai des bons points. Parce que pour compléter un top, parce qu'effectivement, vu le niveau de l'équipe hier, j'ai même pas réussi à prononcer le mot top pour certains. Alors un bon point, c'est pour Bakayoko, donc au moins je vais faire la transition avec Nico. Parce que dans l'envie, il était là, parce qu'il s'est battu, et parce qu'en deuxième mi-temps, il a été vraiment bon. Par contre, alors sa première mi-temps est catastrophique, mais genre catastrophique. À un moment, Aristide, il en parle il en a parlé au début de l'émission, où effectivement, ils arrivaient à prendre la profondeur et à s'insérer facilement les interistes avec des passes simples. C'est pour une raison simple, c'est que Bakayoko, pour je ne sais quelle raison, alors peut-être que c'est les consignes du coach, ou peut-être que c'est lui qui a décidé de partir à l'abordage, et il pressait les attaquants comme les joueurs interistes, comme le fait Piatek. Sauf que forcément, on n'avait plus son apport défensif parce qu'il était plus là, et donc défensivement, on a pris totalement l'eau. En première mi-temps, son placement, il est horrible. Et j'ai du mal à me dire que c'est Gattuso qui lui a demandé ça, parce que, mine de rien, Gattuso, quand même, en deuxième mi-temps, Bakayoko a radicalement changé son positionnement et sa manière de jouer. Et bizarrement, ça a quand même mieux fonctionné. Ah oui, ça s'est vu, oui. Donc c'est pour ça que j'ai du mal c'est pour ça que j'arrive pas à dire que c'est un top, parce que Bakayoko m'a autant irrité en première période qu'il m'a plu en deuxième. Donc je suis très partagé, en tout cas, sur ce joueur. Mais le seul fait qu'au moins j'ai vu dans son état d'esprit un mec qui savait qu'il jouait en derby, qui savait que c'était pas un match comme les autres, ça suffit malheureusement, vu le niveau global de l'équipe, pour être au moins dans les bons points d'hier soir. C'est dire le niveau global. Et pour les mêmes raisons, ça va être le bon point numéro 2, c'est Çalhanoğlu. Parce que même si à l'aile gauche en début j'ai trouvé que c'était un peu délicat, une fois qu'il est redescendu avec la sortie de Paqueta, et même dans le 4-4-2 hybride de Gattuso, où il faisait d'ailleurs une doublette avec Bakayoko, je trouve qu'il s'en est bien sorti. Et comme Nico, je trouve que au contraire de bon nombre de matchs, cette fois il s'est pas caché, il a tenté pas mal de choses. Bon, j'ai eu envie de le tuer aussi pour sa dernière action en fin de match, mais malgré tout, il a fait tellement de matchs mauvais que là, pour le coup, le voir réussir un match comme ça face à cet adversaire-là, ça fait plaisir. Ah, c'est toi, parce que Roland s'est un peu effacé, et du coup, Çalhanoğlu se voilà. sent mieux. Voilà, c'est ça. Et en top, parce que... comprendront, vas-y. Et en top, parce que c'est le seul que j'ai trouvé au niveau, c'est Musacchio. Ouais, c'est vrai. Musacchio, c'est le seul sur lequel, sur les buts, je crois alors peut-être le premier c'est tellement collectif que franchement, et d'ailleurs je pense pas que ce soit le pire là-dedans. J'ai l'impression que c'est lui qui lâche son joueur, moi, qui lâche sa zone. Il me semble que c'est Calabria, moi. Il me semble que c'est Calabria. On va y revenir sur Calabria. On va y revenir. On va laisser les choses l'une après les autres. Et donc, à mon avis, je pense que le premier but, c'est un gros bordel collectif. Mais hormis ça, le deuxième, il est pas impliqué. Le troisième, il est pas là. Et les rares fois où défensivement on a eu besoin de lui, il a été présent. Ouais, même lorsqu'il était quasiment battu, je crois que c'était face à Martinez, où on a l'impression qu'il va se casser la gueule, qu'il va se faire ridiculer par l'Argentin. Au final, il arrive à rester debout et à contrer le tir de Martinez d'une très belle façon. À côté de ça, il marque le but. Moi, Musacchio, c'est le seul où vraiment sur la prestation, je me dis bon, lui il a fait son match, même dans l'attitude, dans l'état d'esprit, je trouve qu'il a été dedans, et au contraire d'ailleurs d'un Romagnoli, où je reviendrai sur lui tout à l'heure, je trouve que on le souligne pas assez, mais je trouve que Musacchio encore une fois était solide. Aristide. Alors du coup pour les mentions, j'ai une mention honorable pour mon top, c'est Castillero, effectivement, qui a fait une très bonne entrée. Malgré son penalty, vous l'avez dit à juste titre, assez sévère, j'ai trouvé que c'était le seul qui faisait quelque chose de nos alliés sur son côté. Donc il a été très remuant sur son côté gauche, avec des contres plutôt bien sentis et des éliminations en 1v1 pour une fois. Alors après, comme vous l'avez dit, c'est vraiment dur de trouver un top quand on a après un match comme ça. Donc on va trouver des bouts de match qui sont plutôt corrects, et du coup Castillero fait partie des meilleurs joueurs pour sa deuxième mi-temps, ou du moins une partie de sa deuxième mi-temps.
En troisième place, je vais rejoindre ce qu'a dit Tom sur Bakayoko, une première mi-temps mais horrible, vraiment horrible. Sur le premier but, on se dit la faute à qui, c'est vraiment un bazar général, mais Bakayoko, si vous remarquerez aussi, Oui, c'est vrai. on reverra ensemble, Bakayoko il ne suit pas du tout Vecino Non. parce que c'est lui à la base qui est sur Vecino, Vecino qui commence à accélérer, Bakayoko qui continue de marcher et à la fin il y a 15 mètres d'écart entre les deux. Donc une première mi-temps horrible, un marquage très mauvais, pas de repli défensif. Vous l'avez dit, si effectivement on s'est fait transpercer en première mi-temps, notamment au milieu de terrain, c'est Bakayoko y est pour beaucoup. Donc voilà, il s'est bien repris en deuxième mi-temps avec son but qui le sauve un peu et parce qu'il a commencé à intercepter beaucoup plus de ballons, mais voilà, donc ça suffit pour être dans le top effectivement sur un match comme ça. Deuxième place, vous en avez parlé, Çalhanoğlu qui décidément fait exactement le chemin inverse que Souzo, c'est-à-dire que toujours des premières parties de saison horribles avant des deuxièmes bien meilleures. Donc là, il est sur la même base que l'année dernière avec un retour en force dans cette deuxième partie de saison, des bons matchs. Je crois l'avoir vu jouer plus en milieu de terrain, plutôt dans le milieu de terrain central en fin de match. Pas loin de Bakayoko, alors peut-être que je peux me tromper, mais je l'ai vu vraiment plus dans l'axe en fin de match et j'ai trouvé vraiment pas mal en termes de direction de jeu, passe court, passe long, etc. Donc deuxième place, Çalhanoğlu, et enfin premier, Tom l'a dit aussi, hein, c'est Musakio. Son but, un face-à-face très bien gagné face à Lautaro Martinez, des bonnes interceptions, et puis voilà. Allez, c'est l'heure des flops, Nico. Numéro 3, Piątek, parce que même s'il n'a pas eu un bon ballon à négocier, vraiment une vraie occasion, je l'ai trouvé mais vraiment inexistant. Alors que, bon, tu parlais d'autres matchs où il n'avait pas beaucoup d'occasions, comme l'Atalanta, le Chievo, mais des fois il se les créait ces occasions, ou même on le voyait revenir, jouer un petit peu, et même balle au pied. J'ai trouvé qu'aujourd'hui, hier, il a raté des choses, mais d'une très simple. Après, il a été pris aussi par ce duo Skriniar-De Vrij, qui quand il est à un très bon, quand ces joueurs-là sont à leur niveau, c'est franchement une super charnière centrale. Les deux ont fait un super match et ont éteint complètement le Polonais qui a été, mais franchement, pendant 90 minutes inexistante, et même l'entrée de Cutrone, de Castillero, qui aurait pu lui laisser des espaces, mais on n'en laissait aucun. Il n'a pas su se montrer. Moi, j'ai un truc en tête de lui, c'est son ballon qu'il va récupérer dans les pieds de De Vrij en première mi-temps. Voilà. Sur le but de Musakio, c'est quand même lui qui oblige Handanovic à s'interposer. Hein. J'ai pas revu les buts, hein, donc. Ah ouais, d'accord. Mais si, c'est lui qui est sur la ligne et je crois que c'est Handanovic. Enfin, corrigez-moi si je me trompe, hein, mais il me semble qu'Handanovic dévie et puis qu'ensuite Musakio récupère. Donc voilà, mais je l'ai trouvé trop transparent dans ce match-là. Voilà, donc ensuite mine de rien, on l'attendait après tout ce qu'il a pu faire, même s'il y a des trucs ça ne dépendait que de lui, Bergame, le Chievo, où il marque ses buts. Mine de rien, on attendait avec sur la longueur, sur la qualité qu'il allait marquer le jour du derby pour rentrer vraiment déjà dans le cœur des tifosi pour de bon. Et ensuite, en numéro 2, je vais mettre Kessié, qui a été totalement aussi pareil, transparent au milieu de terrain. Sauf quand il est sorti. Oui, apparemment, j'ai entendu qu'il y a eu une dispute avec Biglia. Enfin, il a été inutile pendant toute cette première mi-temps où, même si Bakayoko, c'est vrai que j'avais oublié qu'il avait fait une première mi-temps très moyenne, on l'avait quand même vu des fois avec le ballon. Kessié, il a gagné quasiment aucun duel. Il s'est fait bouffer par Milan Interi. La dernière fois, il n'avait pas joué contre la Lazio quand il était sorti. On s'est dit, on se rend compte quand Kessié n'est pas là. On s'en rend compte quand il est là. On s'en rend compte quand il est là parce qu'il touche pas un ballon. Et on se rend compte aussi quand il est pas là. Alors je me demande qu'est-ce qu'on avait remarqué contre la Lazio. Mais là, il a fait un match atroce. Et je reviens encore à ça. On peut pas aligner les deux joueurs ensemble, Kessié et Bakayoko. J'espère que Gattuso l'aura compris après ce match-là. Donc il va être temps de faire un tour sur le banc pour l'Ivoirien et peut-être même penser à un futur transfert si possible cet été. Et le premier, alors je sais pas si c'est la maladie de l'arrière droit qu'on a à chaque derby, mais Calabria, j'espère qu'il a mis une laine quand il est sorti parce qu'il a pris un rhume hier. Hein. Le premier, il est nulle part sur le premier centre. On a le deuxième en première mi-temps où pareil, ça vient de son couloir. Parce qu'il s'est pris 2-3 fois le bouillon sur son couloir que les actions venaient de son côté. Enfin, il a fait un match atroce. Une première mi-temps atroce, parce qu'en deuxième mi-temps, il a été mieux quand même. Après, il a bougé couloir gauche très vite aussi. Donc, il a été mieux sur son couloir gauche.
que sur le couloir droit. Rodriguez de son côté n'a pas fait un bon match aussi, je trouve, mais par rapport au match de Calabria, il n'a pas réussi grand-chose pendant 45 minutes. Il a de la chance qu'on en prenne franchement qu'un seul de son côté, parce que pour moi c'est le principal quand même fautif sur le premier but. Et c'est ce que je continue toujours à dire avec ce joueur, c'est malheureux, mais quand il y a des matchs importants et qu'on prend des buts, ben très souvent, c'est comme Abaté, c'est le responsable. Il est souvent impliqué dans le but qu'on prend. Alors, la différence, c'est que des fois, il faisait qu'une erreur. Là, j'ai trouvé que hier, il en a fait 2-3 qui auraient pu coûter cher. Et bon, après, il a fait une meilleure deuxième mi-temps. Parce que il a bien combiné, je trouve, quand même, avec Castillero et Çalhanoğlu. Mais il a fait une première heure de match qui aurait pu, franchement, coûter beaucoup plus cher qu'un but pour le Milan de son côté, en tout cas. Et le vrai problème, c'est que Conti n'a pas encore 90 minutes dans les jambes et aurait mérité de se faire je pense. expulser. Oui, je pense que c'est ce que je pensais pour la fin de saison. Je pense qu'il va y avoir une alternance entre les deux. Conti n'a pas encore, ne peut pas enchaîner les matchs après les graves blessures qu'il a eues. Mais ce serait bien que l'année prochaine, on parte vraiment avec Conti titulaire. Et Calabria en remplaçant, ce sera très bien. Mais il faut juste Calabria dans la peau d'un titulaire. Ce mec-là, il aura jamais le niveau pour être un titulaire au Milan. Si Milan espère un jour, par exemple, jouer la Ligue des Champions, vraiment. Et alors Tom, on enchaîne, hein. Bellanova est à Bordeaux, c'est ça? Oui, il est à Bordeaux. Ouais. Définitivement. Enfin, non, il est à Bordeaux et il a été laissé en prêt jusqu'à la fin de la saison au Milan et il arrivera à Bordeaux donc pour la saison prochaine. Et le Milan a un droit de rachat, si je dis pas de bêtises. Ah oui, donc on peut le récupérer au cas où, d'accord. Voilà, c'est ça. Alors, mes flops. Bon, je vais mettre des mentions honorables parce que de toute façon, là, j'ai beaucoup trop de flops. Il y a pas assez de place. Là. 3, c'est pas assez. Alors, mention honorable pour le milieu, les 3 du milieu. Donc, Paqueta, Bakayoko, Kessié pour la première mi-temps. Parce que j'ai déjà dit ce que j'avais à dire sur Bakayoko, mais d'un constat général, si on prend l'eau autant en première période, c'est principalement dû au milieu. Et la transition est toute trouvée, et Nico le dit de manière polissée, le deuxième fautif, et donc ça va être ma deuxième mention honorable, c'est Gattuso, parce que c'est intolérable de faire une telle prestation tactique à ce match-là. Alors ok, on est 4e, ok, si on finit 4e, il aura réussi l'objectif, mais on ne m'enlèvera pas de la tête que cette 4e place, on la doit surtout à la faiblesse de nos concurrents et pas forcément au niveau du Milan, parce que je trouve qu'on n'est pas bon, on est nul, qu'on joue pas très bien, on joue pas très bien, tactiquement on est très limité, on n'a aucun projet de jeu. L'Inter hier n'a pas fait un match de fou, mais je pense que Nico, ça a dû le changer de voir au stade des joueurs jouer au foot, avoir un projet de jeu et des combinaisons simples, parce que nous, je pense qu'on n'a pas ça. À part la combinaison, forcément, je sens pour Piatek, mais ça. Donc voilà, ça c'était ma mention honorable. Flop 3, ça va être déception, Romagnoli. Ouais. Parce que c'est con, parce qu'il a fait 2 erreurs sur le match, soit autant que depuis le début de la saison. Et j'avais dit sur les réseaux sociaux et sur le forum que d'ailleurs notre 4e place n'était pas due à une superbe assise défensive, mais notamment à la prestation de 2 de nos joueurs, c'est-à-dire Donnarumma et Romagnoli. Et que ces 2 mecs-là, si jamais on les retrouvait à un niveau humain, eh ben on allait voir la différence. On l'a vu hier. Donnarumma, même si je rejoins Nico, je pense que Calabria a une bonne part de responsabilité aussi. Donnarumma visualise mal la trajectoire, et Romagnoli, il a pas été top, quoi. Il faut être honnête. On est les premiers à dire que c'est un des meilleurs défenseurs de Serie A. Il faut aussi être honnête en disant quand il est pas bon, et hier il n'a pas été bon. Donc je lui en tiendrai pas rigueur, parce que c'était qu'une seule fois, même si c'est un derby, même si ça m'a vraiment embêté, et que je pense que ça se reproduira pas, et que... Tu sais, on avait pris 3-0 et 4-0, je crois, contre la Corogne et Dortmund, avec Maldini, Nesta et Stam, je crois, enfin, peut-être pas Stam, mais Maldini, Nesta sûr. Donc il est arrivé, y compris à nos défenseurs légendaires, de passer au travers sur un match. Exactement, mais il faut le souligner. Juste une petite nuance quand même, sur le deuxième but, effectivement, il est pleinement fautif. Sur le premier... j'aurais tendance à dire que sur les 4, c'est le moins fautif, personnellement. Je le trouve aussi fautif. Je pense effectivement pas que c'est le plus fautif. Je pense par contre il a aussi une part de responsabilité, comme Bakayoko, comme Calabria, comme Donnarumma, comme même Rodriguez qui se fait avoir. En fait, comme un peu tout le monde. Et en fait, c'est une série c'est une faillite collective, le premier but, surtout à un tel début de match. Et malheureusement, lui, en tant que capitaine, on voit peut-être un peu plus.
mais aussi parce qu'il nous a habitués à être exceptionnels et à ne faire aucune erreur. Bah là, on se dit, ah tiens, première erreur. Alors, et quand en plus on voit qu'il se bat sur le duel avec De Vrij, bah forcément, ça fait un bilan un peu moins bien. En numéro 2, c'est dur là, en numéro 2, parce que il me reste que 2 places et j'ai trop de noms à citer. En numéro 2, je vais sortir. Je vais parler brièvement de Souzo, je l'avais oublié. Voilà, je vais parler brièvement de Souzo. Souzo, tu veux une prolongation de contrat, bouge-toi les fesses et arrête de jouer une moitié de saison. Parce que c'est bien beau, 40 millions, oui, c'est pas assez, mais au final, je crois que c'est Nico qui en avait parlé il y a pas très longtemps. Bah si ce joueur-là ne vaut que 40 millions, c'est peut-être parce que ce mec est un foutu de faire plus d'une moitié de saison. Parce que c'est bien beau de valoir 70 millions sur la phase aller, s'il en vaut même pas 5 sur la phase retour, c'est un peu compliqué. Voilà. Nico, petite réaction peut-être avant de passer au top 1. Vas-y. Je voulais juste dire un truc sur Souzo parce que on n'arrête pas de dire tous, parce que la fois je pensais à lui là, quand je regardais, on dit tous une moitié de saison, mais Souzo cette année c'est même pas une moitié de saison, c'est un très bon mois de septembre et d'octobre. C'est vrai. C'est même pas une moitié de saison, il a fait 2 mois exceptionnels, mais il est en nette chute, et c'est devenu dramatique depuis le mois de janvier, mais déjà le mois de décembre a été très moyen, comme le mois de novembre. Non, c'est vrai. C'est vrai, parce qu'on avait dit que ces dernières passes D, ça datait de mi-novembre. Donc c'est vrai, moi je pensais que ça durait jusqu'à mi-novembre. Et Milan a eu un gros coup de mou au niveau du championnat entre novembre et décembre. Ouais, donc, c'est vrai. Ouais, bah, c'est encore pire. Bon, il faut qu'il se bouge encore plus les fesses. Bref. Alors, du coup, mon flop 2, ça va être les latéraux avec. Non, j'en ai beaucoup. Je vais faire vite. Calabria et Rodriguez. Rodriguez, je l'aime beaucoup, je l'estime énormément, mais le problème c'est que sur les gros matchs, il a tendance à se planter. Quand il se plante, ça se voit beaucoup. Il l'avait fait face à la Juve à domicile, je ne sais pas si vous vous rappelez. Eh ben, il l'a encore fait ce soir. Prestation à oublier, je sais qu'il est capable de mieux, mais là pour le coup c'était vraiment pas ça. Et pour Calabria, pour pas prendre trop longtemps la parole, je vais rejoindre totalement Nico. Vivement que Conti revienne à 100% et prenne la place de titulaire. Et en flop 1, ça va être Kessié. Alors, Kessié a réussi à être encore plus nul en dehors des terrains que sur le terrain, et je pensais pas ça possible. Parce que la brouille avec Bilia, parce qu'apparemment Bilia lui aurait dit qu'il n'a pas une attitude très correcte vis-à-vis de Gattuso lors de son changement. Moi, je serais Kessié, je remercierais je baiserais les pieds de Gattuso de continuer à jouer malgré toutes les prestations pourries qu'il fait depuis 1 an et demi. Alors, il y avait du mieux en février, mais alors là, hier, c'était cataclysmique, mais horrible. C'était, j'espère que les clubs anglais, clairement, n'ont pas la télévision et n'ont pas regardé le match et qui vont pouvoir billets pour ce joueur parce que c'est une horreur et je maintiens mes dires depuis très longtemps. Ce joueur n'a aucune intelligence tactique, n'a aucune technique et ne comprend rien au football, clairement, et n'a rien à foutre dans ce Milan. Voilà pour moi. Allez, Aristide. Du coup, pour mon flop 3, j'ai fait une mention honorable aussi avec un duo de choc. Nos 2 super latéraux que sont Calabria et Rodriguez. Tom, Nico, vous avez tout dit sur ces 2 joueurs. Et surtout Rodriguez qui m'a... Alors Calabria, honnêtement, lui, je comprends pas. C'est vraiment un match sur 2. Il peut être très bon comme vraiment horrible. Très mauvais. Mais Rodriguez qui est habitué à être plutôt régulier, quand il est vraiment mauvais, il est vraiment très mauvais, quoi. Donc que des contrôles ratés. J'ai le souvenir d'un contrôle dans les 30 mètres adverses qui rate complètement, qui donne lieu à un contre. Le problème, voilà, ces petits détails-là, ces fautes techniques-là, ça change tout un match et ça vraiment pour moi ça symbolise vraiment la différence technique et tactique qu'il y a eu entre les 2 équipes hier soir. C'est-à-dire qu'un Rodriguez qui rate quelques contrôles, si Perisic rate son contrôle orienté sur le premier but, bah il y a tout simplement pas but. Donc c'est ces petits détails-là qui font finalement la différence lors d'un match et qui me font dire que Rodriguez mérite clairement d'être dans le flop aujourd'hui. Seconde place de mon flop, Tom on a aussi parlé, hein, c'est Romagnoli.
Et puis il l'a dit à juste titre, c'est que c'est un naufrage collectif sur le premier but, mais il est responsable. Et sur le second but, c'est quasiment que lui sur la tête de Vrij, je crois. Le problème, c'est qu'il n'a pas été largement plus mauvais qu'un autre, mais comme on est habitué à autre chose, et surtout c'est notre capitaine, c'est lui qui prend plus que les autres. Donc deuxième place Romagnoli, troisième place Romagnoli, puisqu'avant c'était les mentions honorables. Deuxième place Franck Caissier, je vais pas m'étaler parce que vous avez tout dit. Et enfin première place, et là je vais être un peu plus long peut-être que Caissier, c'est Souzo. Souzo, c'est pareil, hein, à force je vais même plus le mettre dans mes flops comme Calabria, parce que à force d'être déçu, pour moi c'est même plus déception en fait. Je m'attends vraiment à un mauvais match de sa part à chaque match. Et MJ, tu parlais de Souzo tout à l'heure, et enfin tu parlais surtout de Politano tout à l'heure. Ouais. Franchement Politano c'est un joueur que je suis depuis quelques années, parce qu'il est Déjà, resté. à Sassuolo, il était très bon. C'est exactement ça. Depuis il est arrivé à Sassuolo, je crois que c'était en 2014 ou 2015, il est resté 3-4 ans maximum, et c'est un joueur que j'ai toujours apprécié, hein. C'est Hier vraiment soir, il a marché très sur bon l'eau, joueur. je l'ai trouvé Complètement. impressionnant, physiquement et Complètement. techniquement. Ouais, les deux, mais il a toujours été très bon. Politano, c'est un joueur pour moi qui est très sous-coté. C'est un vrai ailier dans le sens où c'est pas un joueur qui fait que comme Souzo à coller sa ligne et à dribbler, arrêter pour faire des petits centres sur son pied gauche. Mais c'est un joueur qui prend la profondeur, qui revient défendre. Donc c'est vraiment le style de joueur, le style d'ailier que j'aime bien. Et là, on a vu le contraste incroyable avec Souzo hier. Et Politano, c'est un joueur, quand l'Inter l'a signé cet été, j'étais dégoûté parce que c'est un joueur que j'ai toujours apprécié. Et je trouve que c'est un profil qui aurait énormément plu, qui aurait énormément matché avec notre équipe actuelle. Donc voilà, flop 1 Souzo, et je fais le parallèle avec Politano qui a été monstrueux hier. Ah, c'est fini, oulala, ça y est, on passe au mot de la fin, il est l'heure, puisque... Ah mais c'est bon, on est dans les temps. Tom, tu vas pouvoir avoir ton rendez-vous, y a pas de problème, Nico. On y va, donc quel est ton mot de la fin? Alors, mon mot de la fin, ce sera sur Gattuso qui, malgré la super bonne période qu'était en train de vivre le Milan, j'étais en train de me dire, vous savez que j'ai dégommé Gattuso entre novembre et décembre en disant que voilà, il a le cœur, la grinta, on a pu voir que la défaite dans le derby lui fait mal, que c'est un supporter comme nous, hein, là-dessus, il n'y a rien à dire. J'étais en train de me dire, bon, ben, est-ce qu'au final, en lui donnant 2 jours de plus, il peut pas faire quelque chose de mieux? Et malheureusement, cette défaite-là me rappelle les déboires de novembre et décembre. Ça veut dire que dès que quelque chose ne se passe pas comme son plan qu'il a prévu, c'est tout de suite du grand n'importe quoi. Et en fait, cette équipe, vu qu'elle n'a pas de fond de jeu, bah après, elle a besoin d'un petit coup de pouce, soit d'un exploit, soit d'un petit coup de pouce arbitral. Mais aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile avec quand même la vidéo, donc on peut pas non plus siffler des pénaltys inexistants. Et encore, Mais... on l'a eu, parce que l'arbitre, je sais pas comment il a fait pour pas expulser Conti, hein. Oui, parce que même moi du stade, j'ai dit dès le début, j'ai dit, bah là c'est rouge, comme il était parti oui, Conti. clairement, oui. Ah oui. Mais surtout, ce qui se passe, c'est que... Alors après, c'est pas la première fois qu'on le voit, c'est quand il perd, il préfère des fois enlever un défenseur ou enlever un milieu et faire rentrer un attaquant, voilà, quitte à... Pour montrer que dire il aura essayé, il va pas attendre les 10 dernières minutes. Mais là, ça a été du grand n'importe quoi. En fait, on dirait qu'il a entassé les joueurs, passé Caissier arrière droit, mettre Calabria arrière gauche. Alors, il paraîtrait-il que Caissier était très mécontent déjà d'aller jouer arrière droit. N'était pas content de sa sortie malgré tout son match. Après, c'est un environnement que, apparemment, il aurait mal répondu à Gattuso à sa sortie du stade. Biglia aurait mis le haut là, qui aurait créé tout ça. Enfin, ça fait beaucoup de choses. J'ai pas l'impression, mine de rien, Gattuso, c'est un meneur d'hommes, ça on peut pas lui enlever. Mais après, est-ce que c'est un grand coach, par exemple, comme Ancelotti? Ancelotti est un meneur d'hommes, en plus d'être un grand tacticien. J'ai peur que Gattuso ne le soit malheureusement jamais, et que le problème qu'il y a, c'est que Gattuso, on le verra toujours, c'est comme Inzaghi, c'est un supporter, c'est un chouchou, et malheureusement, déjà plein de supporters le défendent déjà de la prestation d'hier, alors que je pense qu'il a une grande part de responsabilité aussi, de ne pas avoir fait aborder aux joueurs le match dans le bon état d'esprit. Tom. Bah alors, j'ai eu envie de parler de la Juve. Non, je déconne. Non, je voulais parler en fait d'un truc qui me tenait à cœur. De l'OM. Non plus. C'est le fils Maldini. Maldini qui commence à pointer un peu le bout de son nez en Primavera, qui même fait plus que pointer le bout de son nez d'ailleurs. C'est le premier ou le deuxième? Parce qu'il y en a deux, je crois. C'est le deuxième. C'est la dernière chance pour voir un Maldini encore au Milan, parce que le premier s'est perdu en 3e division, je crois. J'aime beaucoup ce gamin. Alors, j'essaye de m'empêcher de m'enflammer parce qu'effectivement, je pense pas qu'on ait en tout cas, il a jamais montré être un prodige né
et surclasser toutes les catégories. Mais malgré tout, j'aime beaucoup ce joueur, je le trouve très intelligent et je trouve qu'il se bonifie sous la pression. Peut-être qu'il y a certains gènes de papa qui ont dû ressurgir chez le fils. Mais je trouve qu'il s'améliore de match en match, d'année en année. Là, dans une position de meneur de jeu, oui, Maldini peut être autre chose que latéral ou défenseur. Là, en tant que meneur de jeu, je le trouve très bon. Très bon aussi sur les coups de pied arrêtés. J'espère qu'à Çalhanoğlu, on prend de la graine, parce qu'il en est déjà à 4 depuis le début de la saison. C'est pas non plus négligeable. Et il a été appelé pour la première fois à un match officiel avec l'Italie U18. Donc, ça me fait vraiment plaisir, en tout cas. Et je pense qu'il fera la préparation estivale avec les grands. Et parce qu'il a, oui, c'est en fin d'année 2001, donc il est en. Mais je savais pas que ça existait. Moi, U18, je connaissais U17, U19. C'est la transition, c'est entre les deux. C'est entre les deux, il n'y a pas de compétition. 18 était entre 17 et 19. Oui, je me doute ouais, bien, mais je savais pas qu'il y avait une catégorie, c'est ça que je veux dire. Il y a une catégorie, mais qui est moins importante parce qu'il n'y a pas de compétition internationale à la clé, mais ça reste important. Et voilà, donc je pense qu'il fera la préparation avec les grands de la saison prochaine, en tout cas pour cet été. Et parce que oui, il est jeune, donc il a encore du temps, mais peut-être que s'il continue à ce rythme-là, il va falloir le suivre. Surtout que là, il y a papa dans le club, donc ça peut éventuellement aider. Malgré tout, hein, ça peut toujours aider d'avoir un paternel en dirigeant. Et en plus de ça, ça serait pas immérité parce que vraiment, je pense que c'est le meilleur joueur et de loin de la Primavera cette saison, même si elle n'est pas top cette Primavera actuellement. Bon, on suivra ça, Aristide. Oui, non, pour conclure, je sais pas ce qui est le plus triste. Est-ce que c'est le 0/2 en match aller-retour contre l'Inter cette année, ou la pâle copie, la pâle qualité de jeu qu'on a rendu hier, qui nous ramène inlassablement et qui nous rappelle nos limites en fait concernant la qualité de l'effectif, le talent de l'équipe, le coach, les tactiques de match, etc. J'ai l'impression qu'on a fait un peu un pas en arrière hier. Alors effectivement les derniers matchs on gagnait, on était solide même si c'était pas toujours beau, mais je trouve qu'en termes de mental, de technique, on a vraiment baissé sur ce match et ça amène à mon prochain point, et ma conclusion finale, c'est les répercussions de ce match en fait qui peuvent être je pense grandes sur le reste de la saison, et c'est ce qui me fait peur aujourd'hui. Je me rappelle qu'après le match aller où je crois que c'est Icardi qui marque un but à la 90 et quelques. On a vraiment eu du mal à se remettre dedans et j'ai vraiment peur des répercussions et de la course avec des champions suite à ce match. Donc voilà. Bon, écoutez, on verra si on se retrouve dans 10 jours, je crois, hein, puisque la Samp c'est le 30, samedi 30 à 20h30. Donc c'est toujours compliqué de réunir du monde le samedi soir, mais si on peut, on la fera. Quoi qu'il arrive, on va suivre à la fois cette fin de saison et donc Maldini, hein, on retient le mot de Tom. Merci à vous pour votre présence. Bonne soirée à tout le monde, bonne semaine. Et puis donc suivez bien l'Italie qui va jouer dans quelques jours. Donc à très vite, salut! Ciao. Merci, salut. Ciao.